les montagnes peuvent se révéler redoutables. Avalanches, hallucinations extrêmes, disparitions inexpliquées et plein d'autres risques encore. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où dans chacune d'elles je vais retranscrire une histoire terrifiante en montagne. À la fois des cas de catastrophes naturelles dévastatrices, des cas sévères d'hallucinations qui sont allés très loin, mais aussi des cas qu'encore aujourd'hui personne ne saura expliquer. Dans le premier épisode de ce nouveau format, je vais vous raconter l'effroyable expédition d'Elizabeth Revoll et de Tomek Mackiewicz, deux alpinistes qui avaient pour objectif d'atteindre le sommet de la 5e montagne la plus dangereuse du monde dont le taux de mortalité dépasse les 20%. Malheureusement, une grande tragédie va s'abattre sur eux et leur sauvetage ne s'est pas vraiment passé comme prévu. C'est un enchaînement de mésaventures et de problèmes de communication, une histoire que je ne saurais décrire en quelques lignes tellement elle est dense en rebondissements. Et pour être totalement honnête avec vous, de base en commençant mes recherches, je voulais faire une vidéo compilant 3 histoires d'accidents en montagne. Et puis je suis tombé sur la fameuse expédition d'Elizabeth et de Tomek. Je me suis renseigné et en découvrant leur histoire, j'ai bien compris que j'allais devoir y consacrer l'intégralité de ma vidéo. Il y a énormément de choses à dire et cette histoire a vraiment eu un impact sur moi. Petit disclaimer très important, évidemment il n'y aura pas de sang ou d'images choquantes, mais le sujet que je vais aborder est quand même assez peu rassurant, donc voilà, je vous ai prévenu. Elizabeth Revoll, c'est une alpiniste française de renom. C'est une adepte de l'Himalaya et de ses sommets à plus de 8000 mètres comme l'Annapurna ou encore le Broad Peak, et son acolyte pour cette expédition, c'était Tomek Mackiewicz, un alpiniste polonais. Tomek, son grand objectif, c'était de gravir le Nanga Parbat. Cette montagne de 8125 mètres l'obsédait vraiment et à ce moment-là, il en était déjà à sa 7e tentative. Son mental et sa motivation étaient impressionnantes. Peu importe les risques et les difficultés, il savait toujours garder la tête haute. Ces deux alpinistes se sont rencontrés pour la première fois au Pakistan. Ils vont très rapidement devenir proches et vont partager leur ambition de venir à bout de ce monde de tous les dangers, le fameux Nanga Parbat. Ils formaient une équipe redoutable, une parfaite synergie pour gravir les sommets les plus risqués. Elizabeth était rapide et dynamique et Tomek pouvait porter de grosses charges de matériel. C'est donc ensemble qu'ils sont partis affronter le Nanga Parbat en janvier 2015. Déjà, lors de cette première expédition en duo, ils vont frôler la mort plusieurs fois. Tout d'abord, Tomek va faire une chute de plus de 40 mètres dans une crevasse, mais il s'en sortira par chance sans grande séquelle. Ils vont par la suite réussir à atteindre les 7800 mètres, le sommet n'était alors plus qu'à 300 mètres, mais faute de météo défavorable, ils ont dû redescendre d'urgence. La descente quant à elle était très compliquée. La température avoisinait les moins 40 degrés, et autre info que j'ai volontairement laissé sous silence jusqu'à maintenant, ils ne se contentaient pas de gravir cette montagne de manière classique avec des sherpas, des cordes fixes ou encore avec des masques à oxygène. Eux, leur truc, c'était le style alpin. Une approche d'ascension beaucoup plus risquée pour plusieurs raisons. Déjà, niveau équipement, t'as le strict nécessaire. Le but est de minimiser un maximum le poids, donc tout ce qui est bouteilles et masques à oxygène, tu peux oublier. C'est un style d'ascension qui s'effectue sans guide ni sherpa, faut avoir d'excellents repères pour ne pas se perdre dans l'immensité de la montagne. Et un alpiniste en style alpin, c'est quelqu'un qui va éviter au maximum les cordes fixes, les camps de ravitaillement et les voies d'ascension traditionnelles, prônant au lieu de ça l'indépendance, l'autonomie et l'autosuffisance. Et c'est avec cette approche qu'Elizabeth et Tomek réalisèrent leur ascension du Nanga Parbat. Déjà que pour ce sommet, on parle de 20% de taux de décès, imaginez en style alpin. C'est encore pire. Mais c'est pas fini. D'habitude, les expéditions sur le Nanga Parbat sont organisées lors des périodes estivales, car il y fait plus chaud et les nuits sont plus longues, donc moins d'ascensions nocturnes sans visibilité. Mais pour ce duo, l'objectif principal c'était de réussir la première expédition hivernale sur cette montagne, en plein hiver, en janvier. Donc en plus des dangers du style alpin, on y ajoute les journées beaucoup plus courtes, ainsi que le froid glacial qui atteint régulièrement les moins 60 degrés en hiver. J'ai passé beaucoup de temps sur ces deux premiers points, c'est vrai, mais c'était vraiment primordial pour que vous vous rendiez compte de leur niveau et de la difficulté que cette ascension représentait. Franchement, ça m'impressionne vraiment. Une chose est sûre, ils ne voulaient pas gravir ce sommet à moitié. Bon, malgré tous les problèmes rencontrés lors de leur première expédition ensemble sur ce mont, ils vont quand même réussir à redescendre sains et saufs, même si Tomek va souffrir de quelques engelures à cause du froid glacial qu'ils ont dû subir. Forcément, c'est très démotivant, surtout pour Tomek, qui était loin d'en être à son coup d'essai, mais il n'en démord pas. Ce sommet, ils y parviendront. Mais ils vont encore prendre un nouveau coup dur. Car l'année suivant leur tentative, l'équipe de Simone Moro va réussir pour la première fois l'ascension hivernale du Nanga Parbat. C'est un alpiniste italien redoutable en matière d'alpinisme hivernal. Il avait d'ailleurs échoué cette ascension 3 fois avant cette réussite. Ça va être un exploit qui va être très difficile à gérer pour Tomek, qui va beaucoup déprimer sans pour autant se démotiver. Je vous le rappelle, il a une grande détermination. Il lui en faut vraiment plus que ça pour le faire abandonner. Ils vont donc y retourner la même année. Un an seulement après leur tentative ratée. Mais encore une fois, ascension hivernale oblige, ils vont être contraints de redescendre arriver à 7500 mètres à cause d'une température qui avoisine les moins 50 degrés. Le sommet n'était plus qu'à quelques centaines de mètres, encore une fois. Imaginez la frustration,
la désillusion. Toutes ces fois où Tomek et Elisabeth pensaient enfin y parvenir pour finalement voir tous leurs espoirs anéantis au dernier moment. Et si pour l'instant l'histoire que je vous raconte est plutôt triste, elle va prendre un tournant bien plus sombre et tragique. 2 ans plus tard, en janvier 2018, les deux alpinistes devenus meilleurs amis se retrouvent pour retenter une nouvelle fois cette ascension à deux. Encore une fois en style alpin et en plein hiver. À ce moment-là, c'est la 7e tentative de Tomek sur ce sommet et la 4e pour Elisabeth. Autant vous dire qu'à ce moment-là, il n'avait qu'une envie en tête, réussir cette ascension pour enfin en finir avec cette montagne infernale. Sauf que cette fois-ci, ce sera l'essai de trop. Il garde espoir. Tout se passe bien pour l'instant, le sommet n'a jamais été aussi proche pour eux. Ils redoublent d'efforts sur les derniers mètres, bien conscients qu'il ne leur manque plus grand chose, c'est maintenant ou jamais. Enfin, après 5 jours d'ascension difficile en style alpin face à des températures extrêmes, ils réussissent enfin à atteindre le sommet. Le résultat de plusieurs années d'acharnement à ne jamais baisser les bras, et l'histoire aurait pu s'arrêter là. C'est une belle success story pour l'instant. Mais les événements qui vont suivre vont faire basculer le destin de ce duo. Nous sommes le 25 janvier 2018 au sommet du Nanga Parbat à 8125 mètres d'altitude, et après quelques minutes pour savourer la victoire et la vue imprenable qu'offre cette montagne sur la chaîne de l'Himalaya, il est temps pour notre équipe de redescendre. Mais Tomek, à ce moment-là, va faire part à Elisabeth de ses inquiétudes quant à son état de santé. Il se met à voir flou et n'arrive plus à distinguer la source de lumière présente sur le casque d'Elisabeth. À ce moment-là, Elisabeth le sait. La situation est extrêmement grave. Son destin est sûrement déjà scellé. Ils sont à plus de 8000 mètres d'altitude dans ce qui est communément appelé la zone de la mort, où le manque d'oxygène et la faible pression atmosphérique rendent le lieu invivable et peuvent tuer n'importe quel être vivant en à peine quelques heures, si ce n'est quelques minutes. Dans la grande majorité des expéditions à une telle altitude, cette zone est traversée par des alpinistes à l'aide de masques à oxygène. Ils sont primordiaux pour réguler au mieux le taux d'oxygène dans le sang et pour ainsi éviter au maximum les nombreuses conséquences dues au manque d'oxygène qui sont les suivantes: œdème cérébral et pulmonaire, accélération du rythme cardiaque pouvant mener à son arrêt, hallucinations, perte de repères des 5 sens, et j'en passe. C'est donc pour ces raisons que la plupart des alpinistes utilisent un masque à oxygène. Ça limite les risques sans pour autant les annuler. Dans le cas d'Elisabeth et de Tomek, ils montent en ski alpin. Ils ne sont donc pas équipés de ce genre de masque à ce moment-là, et même si certains alpinistes arrivent à survivre sans, il est clair que les risques d'hypoxie sont forcément décuplés en l'absence d'assistance respiratoire. Heureusement, ils avaient quand même dans leur affaire des masques au cas où la situation deviendrait vraiment critique, mais même avec ça, quand Tomek lui annonce avoir des troubles de la vision, il était sûrement déjà trop tard. Elisabeth, quant à elle, va encore bien, mais elle doit vite redescendre pour ne pas qu'il lui arrive le même sort. Peu après 18 h, ils commencent ensemble une descente, mais 5 heures plus tard, à 23 h, arrivé à 7500 mètres, rien ne va plus. L'état de santé de Tomek se dégrade significativement et il commence à avoir des gelures sur plusieurs parties du corps. Elisabeth, quant à elle, va envoyer des messages d'alerte pour lui trouver de l'aide, mais au fond d'elle, elle sait que des chances de sauvetage à une telle altitude sont minimes. Elle va l'aider à descendre du mieux qu'elle peut, mais le lendemain à midi, Tomek ne peut plus marcher. Il ne s'en sortira pas seul. Et si Elisabeth continue de se ralentir pour tenter de sauver son ami, elle y passera, elle aussi. Elle va appeler du renfort pour tenter d'évacuer son ami de la montagne, sauf qu'habituellement à 7200 mètres d'altitude, impossible d'y poser un hélicoptère ni même d'envoyer une équipe de sauveteurs. Mais par chance, un plan de secours très risqué va être mis en place. Et pour vous l'expliquer, il faut que je vous présente Denis Urubko. Denis, c'est un alpiniste surdoué. Dites-vous, il a réussi à gravir les 14 sommets de plus de 1000 mètres de la chaîne de l'Himalaya, une performance vraiment surhumaine. On est le 27 janvier 2018, 2 jours après le début du déclin de santé de Tomek, quand Denis va être informé de l'appel à l'aide d'Elisabeth. À ce moment-là, il est situé pas très loin d'elle et il est accompagné de 3 autres alpinistes. Ils sont dans le camp numéro 1 du K2, une des montagnes les plus dangereuses du monde que j'ai traité récemment d'ailleurs. Bon, leur plan de base c'était de gravir le K2 en période hivernale. Mais en comprenant la gravité de la situation d'Elisabeth et de Tomek, ils décidèrent d'interrompre leur mission pour leur venir en aide. C'était les seuls alpinistes capables à ce moment-là de pouvoir les sauver. Il fallait faire quelque chose. Mais même si c'était les potentiels sauveteurs les plus proches, fallait quand même trouver le moyen de se rendre sur le site d'Elisabeth et de Tomek. Surtout que du côté de notre duo, les deux n'ont maintenant plus d'eau, plus de nourriture, ça se compte plus en jours pour eux, mais en heures. À ce moment-là, le seul moyen de transport parfait qui pouvait acheminer le groupe d'alpinistes jusqu'au duo, c'est un hélicoptère, mais pas n'importe lequel, un hélicoptère de l'armée. C'est le seul engin capable de monter à de telles altitudes, mais 3 problèmes de taille se posent quant à son utilisation. Premièrement, la limite de charge de l'appareil. L'hélicoptère va devoir emporter 8 personnes. 2 commandants, notre duo et les 4 alpinistes chargés du sauvetage. Évidemment, c'est beaucoup trop. Les commandants vont donc expliquer qu'ils ne seront pas en mesure d'héliporter les 2 alpinistes à la fois. Elisabeth
Elisabeth va donc être contrainte de redescendre seule, en totale autonomie, sans eau ni nourriture. Le deuxième problème qui se pose, c'est les coûts liés à l'utilisation d'un tel véhicule. Le carburant, la main d'œuvre, tout ça, ça coûte un prix. Et croyez-moi, c'est pas donné. Les amis d'Elisabeth et de Tomek vont donc s'unir pour créer une cagnotte visant à financer l'évacuation de Tomek, et en quelques heures, les fonds vont être trouvés. Et pour finir, le troisième problème, d'ailleurs là je vous en cite que 3, mais évidemment il y en a bien plus, c'est les conditions météorologiques. Le but est certes de sauver Tomek et Elisabeth, mais il faut aussi et surtout préserver la sécurité du personnel de bord et des 4 alpinistes présents dans l'hélico. Au moindre doute quant à la stabilité de la météo, la mission est directement reportée. Surtout qu'à de telles altitudes, les conditions météorologiques sont souvent extrêmes et instables, et la météo est difficilement prévisible. Pour ce point, j'avoue, il n'y a pas vraiment de solution, si ce n'est de croiser les doigts. On va pas se mentir, même si maintenant on a notre équipe de sauveteurs et notre moyen de transport, la tentative de sauvetage est encore loin d'être gagnée. C'est une mission très dangereuse sur plein d'aspects, mais il n'y a pas d'autre choix, c'est ça ou rien. Voici le plan qui va être mis en place par l'équipe de Denis Urubko et par Ludovic Giambiasi, le routeur entre Elisabeth et les secours. L'hélicoptère de l'armée va décoller de la base de Skardou pour rejoindre Denis et son groupe sur le camp de base du K2. Une fois récupérés, ils devront effectuer plusieurs pauses pour refaire le plein, car là on parle de presque 500 km de trajet, et enfin déposer les sauveteurs sur un point stratégique du Nanga Parbat pour qu'ils puissent rejoindre Elisabeth. De son côté, Elisabeth a reçu pour ordre de continuer sa descente seule, en laissant la tente et le matelas pour Tomek. À ce moment-là dans le plan, c'était Elisabeth qu'il fallait sauver en priorité. Elle n'avait plus de vivres, plus de tente, plus de matelas, et elle entamait une descente toute seule. Il était clair qu'elle ne survivrait pas longtemps dans de telles conditions. Imaginez devoir dormir sans matelas ni tente en plein hiver à plus de 6500 mètres sans eau ni nourriture, ça fait beaucoup pour un seul être humain, on est d'accord. Je vous rassure, le sauvetage de Tomek était aussi prévu dans le plan, mais tout ne va pas se passer comme prévu pour lui. Je vous expliquerai ça un peu plus tard, vous allez comprendre pourquoi. On a maintenant la partie théorique, passons donc à la pratique. 27 janvier 2018, jour fatidique. Cette journée va être très longue. Nous sommes en début de matinée quand l'hélicoptère décolle de la base, mais premier problème, du côté d'Elisabeth, rien ne va plus. Car dans la nuit du 26 au 27 janvier, il va se passer quelque chose de très inquiétant pour elle. La veille du 27, Elisabeth laisse Tomek dans leur abri et reprend la descente seule. Elle lui explique que les secours arriveront dans la soirée, mais ça ne sera pas le cas. Elle ne savait pas encore qu'en réalité, l'hélicoptère ne partirait que le lendemain matin. Après plusieurs heures de marche seule, affamée et assoiffée dans la nuit noire, elle comprit finalement qu'elle ne sera pas sauvée ce soir-là et qu'elle devra dormir là, à 6700 mètres d'altitude, à même la neige et la glace. Elle se sent faible et trahie, elle est en colère et elle a très peur à l'idée de passer une nuit de fortune dans un des plus grands sommets de la planète en plein hiver, mais encore une fois, elle n'a pas le choix. Elle va donc essayer de s'installer comme elle peut pour maximiser ses chances de survie. Après plusieurs heures, elle va voir une silhouette au loin. C'est une femme. Elle se rapproche de plus en plus d'elle et une fois à sa hauteur, elle lui sert un chocolat chaud, puis une tisane, puis des bouteilles chaudes, tout ce qu'il faut pour réchauffer correctement Elisabeth. Et ça marche. Elisabeth ressent de nouveau cette sensation de chaleur qui lui traverse le corps. Elle se sent beaucoup mieux et elle retrouve l'énergie nécessaire pour redescendre en toute sécurité. Mais avant que cette mystérieuse femme reparte, elle va demander à Elisabeth une faveur très particulière. Elle a besoin d'une de ses chaussures. Reconnaissante par l'aide que lui a apportée cette dame et n'ayant plus vraiment froid, elle ne va pas hésiter et va lui donner une de ses chaussures. Cette femme va la remercier et va disparaître dans l'immensité de la montagne. Et après cette rencontre, Elisabeth reprend conscience le lendemain matin. Elle est en état d'hypothermie. Elle est complètement déboussolée, mais surtout, elle se rend compte qu'elle a quitté ses chaussures, qui sont maintenant à côté d'elle. Vous l'aurez compris, Elisabeth a été victime d'une hallucination. Cette soi-disant femme qui lui apportait tant de réconfort n'était en fait qu'un leurre. Elle se retrouve avec un pied blanc, congelé et couvert d'engelures, mais malgré ça, elle n'a pas d'autre choix que de continuer à descendre. En clair, la situation est encore plus critique qu'elle ne l'était déjà. Son instinct de survie va reprendre le dessus. Elle va puiser jusque dans ses dernières réserves pour continuer à descendre dans la journée du 27 janvier en espérant qu'on puisse la sauver à temps. Une nuit de plus dans ces conditions serait la mort assurée. Mais heureusement, sur les coups de 17 h, l'hélicoptère de l'armée se pose à 4800 mètres d'altitude sur le Nanga Parbat, environ 1500 mètres en dessous du niveau d'Elisabeth. La mission d'Elisabeth, c'est de descendre et celle des sauveteurs, c'est de monter à sa rencontre. Sauf qu'à ce moment-là, de nouvelles difficultés s'additionnent. Premièrement, rappelez-vous, on est en plein hiver et les journées sont plus courtes. Donc Elisabeth et les sauveteurs vont devoir évoluer durant la majorité de l'expédition
dans le noir, ce qui complique davantage les chances de la retrouver. Et deuxièmement, le parcours qui sépare les sauveteurs d'Elizabeth est très rude. Il s'agit de la voie d'ascension la plus connue du Nanga Parbat, la voie Kingfisher. Son ascension implique beaucoup de défis techniques, notamment des passages de glace et de rochers. Les alpinistes qui entreprennent cette ascension doivent faire face à des risques élevés d'avalanche et de chutes dans les crevasses, et en hiver, les risques sont d'autant plus importants. Mais malgré toute cette accumulation de difficultés, tout le monde garde espoir. Les sauveteurs vont réaliser une performance exceptionnelle en atteignant les 6000 mètres en moins de 8 heures, et c'est à 1h45 du matin, le 28 janvier, qu'ils vont retrouver par miracle Elizabeth dans la nuit noire, qui elle continuait encore sa descente à bout de force malgré son pied gelé, rappelez-vous. Bon, Elizabeth a maintenant été retrouvée, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour Tomek ? Elizabeth a bien été retrouvée, mais maintenant les sauveteurs sont confrontés à un dilemme très difficile. Continuer à monter pour tenter de retrouver l'abri de Tomek situé 1000 mètres plus haut tout en laissant Elizabeth seule avec quelques vivres, ou sécuriser Elizabeth en la faisant redescendre d'abord pour l'évacuer en hélicoptère. Dit comme ça, l'option qui privilégie le sauvetage d'Elizabeth semble être la plus sûre et la plus raisonnable. Ça fait maintenant plus de 2 jours que Tomek est seul, plus personne n'a de nouvelles de son état de santé qui était déjà critique il y a plus de 48 heures, il est clair qu'il n'y a plus trop d'espoir à ce moment-là de le retrouver vivant. Ils vont donc prendre la décision de sauver Elizabeth dans un premier temps et d'organiser par la suite une nouvelle expédition en hélicoptère, cette fois-ci entièrement consacrée à la recherche de Tomek. Une fois la décision prise, ils vont reprendre la descente le lendemain matin, accompagnés d'Elizabeth. Imaginez son état à ce moment-là. Elle était à bout de force, elle a des gelures sur les mains et les pieds, elle sait qu'il n'y a presque plus d'espoir pour son amie, elle a la terrible sensation de l'avoir abandonné et trahi en lui confirmant que les secours allaient arriver rapidement. Je pense qu'on est loin d'être capable d'imaginer une telle situation. Mais malgré tout ça, elle va y arriver. Ils atteignent le camp de base du Nanga Parbat à 14 h le 28 janvier, après une mission de sauvetage qui aura duré plus de 24 heures. Elizabeth est faible et blessée, mais elle est maintenant tirée d'affaire. Manque plus qu'à sauver son compagnon. Une nouvelle mission va être organisée pour Tomek, même si globalement tout le monde savait qu'à ce moment-là il n'y avait plus vraiment d'espoir, mais malheureusement une puissante tempête va réduire toutes les chances de sauvetage à néant. Tomek Mackiewicz, 43 ans, ne sera jamais sauvé. Il repose encore aujourd'hui sur le Nanga Parbat, la montagne qui l'a toujours fasciné, et il laisse derrière lui sa femme Anna, ainsi que ses 3 enfants. Du côté d'Elizabeth, la reconstruction est très difficile et elle plonge dans une violente dépression. En plus de ça, elle va subir beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux. À l'époque, son histoire avait fait beaucoup de bruit dans les médias et des milliers de personnes vont l'accuser d'avoir abandonné Tomek sans chercher à l'aider pour garantir sa propre survie, ce qui est bien sûr faux. Elizabeth n'avait plus le choix. Tomek ne pouvait plus marcher ni faire quoi que ce soit et vous vous doutez bien que c'était impossible pour elle de le faire redescendre toute seule. Mais vous connaissez internet à force, hein, certains se sont juste contentés de lire 2-3 articles à son sujet pour ensuite déverser leur haine sur Elizabeth qui elle subissait déjà un gros traumatisme après tout ce qu'elle avait vécu. Aujourd'hui, les nouvelles sont bonnes pour Elizabeth et cet accident ne l'a pas empêché de retourner dans l'Himalaya car l'année d'après, elle va gravir pas moins de 3 sommets de plus de 1000 mètres, l'Everest, le Lost et le Manaslu. Pour elle, l'escalade c'est sa thérapie. Elle a aujourd'hui 44 ans et tout va pour le mieux. Un grand merci d'avoir regardé ce premier épisode jusqu'au bout. C'est une histoire qui me tenait vraiment à cœur, j'espère l'avoir bien racontée. Sur cette chaîne on parle de sport, donc n'hésitez pas à vous abonner et à me suggérer d'autres histoires comme celle-ci, en alpinisme ou non d'ailleurs. On rush les 300 000 abonnés cette année, un objectif de taille, j'ai vraiment besoin de vous. Merci pour tout, merci de m'avoir écouté et on se dit à samedi prochain pour un prochain docu. Allez, à plus.